une passion très forte, on ne pense qu'à ça. Alors depuis l'âge de 17 ans, je ne pense qu'à ça. C'est aussi un secret de la réussite, d'une certaine manière. Toutes les grandes découvertes, toutes les grandes aventures, tous les grands défis sont le fruit de la passion des hommes. Ainsi, la conquête des airs et des océans résulte de la volonté de quelques-uns d'aller toujours plus loin, comme les plus importants progrès technologiques et scientifiques découlent de l'insatiable appétit de connaissances et de savoir de quelques autres. Mais certains hommes ont besoin de drôles de machines pour assouvir leur passion. Ce sont ces hommes hors du commun qui vivent avec leur fabuleuse machine une histoire d'amour tour à tour heureuse ou tumultueuse que nous allons vous présenter dans ce film et que vous pourrez retrouver, découvrir et mieux comprendre tout au long d'une série de 12 épisodes suivants. Aujourd'hui, la première étape d'une grande course au large se court sur le plancher des vaches. En effet, la conception, la préparation et la mise au point du bateau sont désormais un indispensable prélude à toute aventure en mer. Sur le chantier, le marin veille au grain, attentif à chaque phase de la genèse du nouveau-né. L'apparition de nouveaux matériaux à la fois légers et résistants a ouvert aux architectes d'autres champs d'investigation. Ainsi, la réalisation du premier catamaran de course au large a été rendue possible grâce à l'utilisation de fibres synthétiques. Dans l'équipe qui a financé, conçu, élaboré et mis au point le bateau, les cœurs s'arrêtent de battre lors de la mise à flot. C'est alors au skipper et à ses équipiers qu'il appartient de sillonner les océans, de franchir les caps, de labourer toute voile dehors les champs moutonnants des mers du monde. Ce qui fascine le public, ce n'est pas seulement le courage de ces hommes qui affrontent une immensité toujours prête à se déchaîner, mais aussi la puissance évocatrice de ces longues épopées qui rappellent les navigateurs légendaires de la Renaissance. Un bateau, le ciel, la mer, le décor reste le même. Et pourtant, la voile et le offshore sont deux disciplines bien différentes. Certes, le principe est similaire, il s'agit là encore de voguer toujours plus vite vers l'horizon. Mais si la voile consiste à exploiter au mieux une énergie fournie par la nature, le offshore utilise pour sa propulsion une énergie mécanique. Attirés par la mer, par la vitesse ou peut-être par le chant des sirènes, les équipages de ces Formule 1 des mers ont naturellement le goût du risque et de l'exploit. Mais on peut se demander ce qui motive ces hommes aux allures de cosmonautes, ce qui les pousse à ricocher sans cesse entre ciel et mer, à pourfendre la surface, laissant derrière eux une traînée écumante semblable à celle que dessinent les avions dans le ciel. Les vitesses atteintes par ces bolides des mers sont vertigineuses et rendent la surface de l'eau impénétrable. Ainsi, au danger de ce monde parfois hostile qu'implique la haute mer, la vitesse apporte d'autres risques, ceux-là même qu'encourt un pilote de course. Sur deux roues, comme sur l'eau, dans les sports mécaniques, tout commence par un dessin.
Et il arrive parfois que sous la plume du créateur naisse une machine révolutionnaire. Moi, je la vois de dessus, toujours, c'est ça le problème. Il faudra alors, pour que le dessin prenne vie, tout l'engagement d'une grande entreprise. En effet, comme la voile, les sports mécaniques ont atteint un tel niveau de compétition et de précision que la réalisation d'une machine de course suppose une maîtrise des technologies de pointe et un investissement si considérable que seul un groupe d'envergure peut en assumer la charge. Mais si le partenariat avec une entreprise puissante et performante est aujourd'hui une condition nécessaire à la réussite, il faudra aussi et surtout la passion et la foi des hommes, d'un ingénieur, d'une équipe, d'un pilote. Les pilotes de moto sont les véritables chevaliers des temps modernes. Ils ont acquis de haute lutte le privilège de défendre les couleurs de leur équipe et il leur faudra batailler plus dur encore pour les mener à la victoire. Le pilotage de ces engins est un art qu'ils sont bien peu à maîtriser. Il faut dire que c'est une véritable prouesse que de dompter 170 chevaux sous une même monture. Alors pour atteindre ses propres limites et celles de son engin, le pilote devra dominer sa peur et défier constamment les lois de l'équilibre. Dans cette chorégraphie millimétrée, la moindre incartade est lourde de conséquences. Enfin, le jour venu, c'est dans un combat singulier que le pilote devra montrer toute sa bravoure et sa combativité pour donner un sens à une grande aventure. La course, c'est l'heure de vérité, l'instant décisif où les rêves peuvent se briser ou devenir réalité. Et comment parler d'aventure sans évoquer le Paris-Dakar ? Le Dakar, c'est une épopée de plus de 10 000 km à travers les paysages féeriques du plus grand désert du monde. Quand la grande caravane des sables fait une halte, c'est l'occasion d'une brève rencontre avec les peuples autochtones et dans ces contrées lointaines, les rivaux du jour deviennent des compagnons de fortune. Ah, il y avait de quoi, hein. Fallait faire gaffe, hein. Moi, j'ai pris une petite monticule comme ça, en sortie de piste, tu sais, je suis sorti un peu extérieur. Boum, ça m'a envoyé à l'arrêt. J'ai dit, bon, allez, ça te calme. Calmons les esprits. C'est propre. Chaque soir, chacun se retrouve pour panser ses plaies et reprendre quelques forces, heureux d'être arrivé jusque-là, soucieux d'atteindre le campement du lendemain sans dommage. Au bivouac, tous ces nomades d'un jour découvrent des sensations simples et limpides comme le ciel du désert et retrouvent les valeurs essentielles de la solidarité,
qui vous font partager le pain quotidien en évoquant les péripéties de la journée avant de repartir. Il pensait qu'il y avait un TP. Tu prends une carte hygiène, tu prends une carte hygiène, Jour après jour, la course s'emballe et il faudra aller toujours plus vite, prendre toujours plus de risques pour suivre le train d'enfer. Pour rester dans la course, le pilote doit constamment être sur ses gardes, car même les vieux briscards du Dakar n'échappent pas aux innombrables pièges que recèle le désert. Mais c'est peut-être cela qui fait la magie de cette chevauchée fantastique et parfois cruelle. Merde! j'ai les deux chevilles cassées. Tiens. J'ai les deux chevilles. Je me sens mal. Le trial est peut-être la façon la plus poétique et en tout cas la plus champêtre de faire de la moto. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le trial est un sport de compétition très exigeant. Il faut une formidable maîtrise de soi et une parfaite concentration pour diriger sa monture avec une précision de quelques millimètres sans jamais mettre pied à terre. Ce véritable parcours d'obstacles nécessite de la part de ces funambules une irréprochable condition physique, énormément d'adresse et un grand sens de l'équilibre. Loin du charme discret et calme des sous-bois, quand l'herbe grasse et le ruisseau ont fait place à la terre et aux bosses, quelques hordes de furieux tentent de dompter des montures surpuissantes aux réactions aussi violentes qu'inattendues. Pour rester en selle, ces as du dressage devront dominer leurs fougueux étalons, puis canaliser leur puissance pour bondir toujours plus loin avant de rebondir pour un nouvel envol. À mi-chemin entre la moto et la voiture, le sidecar n'est pourtant pas une discipline hybride, mais bien une compétition de haut niveau particulièrement spectaculaire. Deux hommes sur trois roues effectuent un ballet cadencé à un rythme diabolique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la balade n'est pas de tout repos pour le passager. En fait, le singe est un copilote qui, à défaut d'informer son coéquipier, lutte de tout son poids contre la force centrifuge. Droite bon, 3. Droite bon, 3. Poste droite très bon. Et 80 mètres, droite très bon. Ferme bon, coupé. Très long gauche, moyen, 2. Sur droite, moyen bon. Droite, moyen bon. 30 mètres, droite bon, 3. Droite bon, 3. 30 mètres, droite très bon. Sur gauche bon, ferme 3 et droite moyen bon 2. Et droite moyen bon 2. 100 ans seulement auront été nécessaires pour passer de la première véritable automobile au bolide d'aujourd'hui.
100 ans seulement pour que l'automobile devienne un véritable phénomène de société, révolutionne le monde des transports et fasse naître l'une des principales industries mondiales. Son développement aux quatre coins de la planète est tel que plus de 400 millions de véhicules sillonneront les routes du globe avant la fin du siècle. Mais la voiture est aussi devenue pour les hommes un étonnant moyen de se défier dans un sport très exigeant qui nécessite de la part de tous, de l'ingénieur au pilote, des dons et des qualités physiques, intellectuelles et morales qui font de la course automobile l'un des sports les plus spectaculaires, les plus sophistiqués et malheureusement parfois les plus tragiques. Avec la naissance de l'automobile est née la course. Depuis un peu plus d'un siècle, sur les routes et les chemins, et bientôt sur les circuits, s'affrontent des constructeurs, des ingénieurs, des mécaniciens et bien sûr des pilotes. De toute évidence, ces merveilleux fous roulants prennent un malin plaisir à flirter avec les pare-chocs de leurs rivaux, à dépasser leurs concurrents pour mieux se dépasser eux-mêmes. L'une des particularités des sports mécaniques est qu'il ne s'agit pas seulement d'une compétition sportive, mais aussi industrielle et technologique. Les courses ne mettent pas seulement en scène des sportifs, mais aussi toute une équipe dont le rôle dans les laboratoires et dans les stands, loin des projecteurs, est bien souvent méconnu et mésestimé. Une victoire en 24 heures du Mans mérite bien une parade, car la plus célèbre course du monde n'a pas volé ses lettres de noblesse. En effet, n'est-ce pas une véritable gageure que de parcourir près de 1000 km dans des bolides qui atteignent des vitesses approchant les 400 km à l'heure. 24 heures, ni plus ni moins. Dans cette course un peu folle, le terme d'endurance prend toute sa signification. La moindre défaillance du pilote ou de la machine, et c'est le travail de toute une équipe qui se trouve réduit à néant au simple contact d'un rail de sécurité ou dans une traînée d'huile. Les 24 heures du Mans, plus que toute autre course, c'est un peu un jeu de l'amour et du hasard. Car s'il faut beaucoup d'amour pour donner au pilote une voiture capable de l'emporter, il faut aussi un peu de réussite pour gagner. Alors, lorsque la victoire est au bout de 24 heures de tension, de concentration et d'angoisse, le bonheur et la fierté de tous sont bien légitimes, et l'ovation d'une foule toujours aussi nombreuse à envahir la piste, bien méritée. La plupart des grands pilotes d'hier et d'aujourd'hui ont patiemment gravi les échelons de la monoplace avec en ligne de mire la Formule 1. Sur les 250 000 licenciés que compte aujourd'hui le sport automobile, il n'y en a certainement pas un seul qui n'ait rêvé de se glisser un jour dans le cockpit d'une Formule 1, de faire partie de ces 26 pilotes qui, le jour du Grand Prix, s'aligneront sur la grille de départ. Chaque course de F1 est un événement à part entière relayé par les télévisions du monde entier. Chaque dimanche de Grand Prix, c'est plusieurs millions de spectateurs qui vibrent derrière leur petit écran
pour la grande fête du sport automobile. Fort de son formidable impact médiatique et d'un succès populaire jamais démenti, la Formule 1 aura su séduire et récompenser de leurs investissements les grands groupes multinationaux qui ont participé à son essor. La Formule 1, c'est la discipline de tous les superlatifs. C'est sans conteste la plus chère, la plus sophistiquée et la plus prestigieuse, mais aussi la plus sélective de toutes les catégories. Malgré cela, les pilotes de F1, comme tous les autres pilotes, ont chaque fois rendez-vous avec leur destin. Car ce n'est ni la gloire ni l'argent qui poussent ces hommes à suspendre leur vie à un fil, mais ce sentiment à la fois irréductible et indéfinissable, la passion. Mais Babar ne pourra rien contre ce voilier préfigurant des temps nouveaux. Ciao Babar, on t'attend à Belle-Île. Et Marc Pajot, appelé à de nouveaux défis en America Cup, s'en va vers d'autres horizons. Il est remplacé par un ancien équipier, Jean Morel. Un nouveau voilier est conçu dans le même temps, un trimaran cette fois. Un bateau fin et racé, héritier de toutes les innovations créatrices réalisées par le passé. Il franchira tous les caps et bravera tous les océans. Un goéland majestueux qui connaîtra toutes les fortunes de mer. Il souffrira, il gémira, arc-bouté à la vague, mais il triomphera aussi dans les plus grandes courses, donnant un point d'orgue à sa destinée en remportant en 1989 la course de l'Europe. Voler, voler, voler sur l'océan. Il aurait pu aussi être un grand marin, parce que son courage était immense, sa volonté sans borne, son mental farouche. Mais Didier Pironi avait choisi la vitesse à l'état pur. Et puisque la Formule 1 l'avait meurtri pour toujours, Didier Pironi avait décidé d'être pilote de offshore, pilote de Grand Prix en mer. Il y vivait une seconde vie, un pari merveilleux. 1500 chevaux, 5 tonnes, un fuselage de missiles, le tonnerre sur les flots bleus, un ouragan sur la lagune, des bombardiers en rase-motte, une symphonie ahurissante et d'une violence inouïe à 200 km/h au fil de l'eau.
Didier aimait ça plus que tout. Et puisque la F1 ne voulait plus de lui, Didier s'en est allé sur la mer nourrir sa passion. Il a lui-même imaginé ce défi, rien n'aurait pu l'arrêter, rien. On n'arrête ni l'eau des torrents, ni le feu des volcans. Rien n'aurait pu éteindre le soleil magnifique qui brûlait dans son âme et dans son cœur. Entre ses mains, le colibri volait, et les autres volaient autour de lui. Étrange ballet que celui de ces monstres élégants, follement projetés vers les horizons sans fin. À la pointe de ce navire-fusée, dans les embruns de la cicatrice blanche de l'écume, dans l'or des reflets mordorés de la surface qui défile, comme fuit le temps, il avait retrouvé le bonheur. Il volait lui aussi. Le mot rallye prend ses racines dans un mot anglais qui signifie rassembler. De ce verbe est né un nom, celui d'une compétition, où on doit rallier un point X dans un délai Y après avoir satisfait à certaines épreuves. Le rallye est aussi une passion à l'état pur, une école de courage et d'entêtement pour techniciens funambules ou merveilleux fous roulants. La voiture, pour moi, c'est une joie, c'est une possibilité d'aller aux limites de ce que je peux faire et de ce que peut faire la voiture. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux. Ça.
qu'on doit aimer. Parce qu'on aime conduire. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime le train vite. Lorsqu'on lit les notes le jour de la course, on regarde le cahier, mais on regarde quand même la route. Si on prend, mettons, Turini, fait 24 km, mais 24 km, eh bien, les faire sans enlever les yeux du cahier, je crois que personne ne serait capable de faire 10 km sans être malade. Il faut savoir regarder la route pour sentir le virage qui va venir, pour sentir le dos d'âne, enfin ça. Ah, évidemment, il faut avoir l'entraînement, de jeter un œil sur la route tout en regardant le cahier pour voir la note suivante. Monte-Carlo ou le cahier des charges. L'épreuve comprend le parcours de concentration, itinéraire varié, un parcours commun, une épreuve complémentaire. Les différents itinéraires seront découpés en étapes par les contrôles horaires visés à l'article 23. Sur certaines étapes, les organisateurs pourront placer des contrôles de passage, voire article 24, pour s'assurer que les concurrents empruntent bien l'itinéraire prévu. Les concurrents devront effectuer le parcours en passant successivement et dans l'ordre indiqué aux différents contrôles horaires et de passage. Ils devront se conformer aux temps qui leur sont impartis pour parcourir les distances séparant les contrôles horaires successifs. Il est rappelé aux concurrents que pour réaliser la vitesse moyenne imposée entre deux contrôles horaires, ils ne doivent pas dépasser une vitesse moyenne plafond excédant d'un tiers la vitesse moyenne imposée. En cas d'infraction aux règles de la circulation, les agents ou fonctionnaires ayant constaté les délits devront détacher de la couverture du carnet de route un feuillet prévu à cet effet. Si le carnet est amputé d'une feuille, il sera appliqué une pénalisation de 300 secondes. S'il est amputé de 2, le concurrent sera mis hors course. Le classement est obtenu par addition, petit a, des pénalisations encourues au cours des étapes pour non-respect de la moyenne. Petit b, des pénalisations appliquées à l'occasion des contrôles techniques. Petit c, des secondes résultant des épreuves à moyenne spéciale chronométrée. Les départs seront donnés dans l'ordre croissant des numéros, la voiture ayant le plus petit numéro partant la première, avec un intervalle d'1 minute entre chaque voiture inscrite. Pour tout écart sur l'heure d'arrivée à un contrôle, les concurrents seront pénalisés à raison de 30 secondes par minute pour le parcours de concentration, 60 secondes par minute pour le parcours commun et l'épreuve complémentaire Monaco-Monaco. À la fin de chacune des 3 épreuves, les voitures seront soumises à un contrôle technique rigoureux. Total de kilomètres à parcourir, environ 5600 en 5 nuits et 3 jours, soit un temps moyen au volant de quelques 96 heures. Tout est prêt? Allons-y. Musique, s'il vous plaît. Chaque époque, depuis l'hiver 1911, date de naissance du Monte-Carlo, a eu ses héros et ses sorciers. Il fallait sans doute beaucoup de témérité et un gros grain de folie pour se lancer de Saint-Pétersbourg, de Paris ou d'Athènes et tenter de rejoindre la Méditerranée sur des chemins disparaissants sous des congères battus par les vents. On ne glissait pas ainsi, on cheminait en utilisant quelques trucs qui allaient devenir légendaires. Le premier chauffage grâce à un pot d'échappement qui traverserait l'habitacle. Les premières chaînes enroulées autour des roues échangées une nuit de tempête contre une poignée de louis d'or. Et puis, à force de découvrir des sensations, on inventa le pilotage, avec une définition très britannique dans l'humour des célèbres carnets du Major Thompson. Piloter, c'est aller le plus vite possible dans des passages où l'on devrait aller lentement. Alors, petit à petit, le pilotage devient une affaire d'esthète. Ce qui était dérive incontrôlée ou dérapage heurté se fait trajectoire idéale, glisse magique, royaume des Frentards. Conduire ainsi est sans doute un don, mais comme tous les dons, celui-ci est aussi perfectible par le travail et une bonne dose de feeling. Le rallye reste encore une aventure, y compris sur l'asphalte. Mais comme le temps n'est plus aux aventuriers solitaires, il s'est doté d'une véritable armée des ombres qui, jour et nuit, veille sur les pilotes. Au fil des années sont nés des ateliers éphémères, dans l'obscurité, servis par d'anonymes voltigeurs. L'assistance, devenue nécessité,
se professionnalisera vers la fin des années 60. Bientôt, on va sauter le pas et inventer le championnat du monde des rallyes parce que le rallye est devenu populaire. Franchi 3 fois dans la dernière nuit de Monte-Carlo, le fameux col du Turini est devenu le plus grand stade son et lumière de la course automobile. Juge de paix, épreuve de vérité, le Turini est une grand-messe dont l'ambiance rappelle celle des grands stades de football. Darniche, Terrier, Vinatier, Andruet, Nicolas vont y écrire les refrains du défi français avec la course en bleu des Alpines Renault. Elles ne pesaient même pas 700 kg, les petites 1600 S, et leurs 170 chevaux semblaient les faire rebondir d'un virage sur l'autre. 20 ans de recherche s'étaient écoulés depuis que Jean Redley avait eu cette idée géniale de concevoir une vraie voiture de course avec des éléments de série empruntés à l'une des voitures les plus populaires de tous les temps, la 4 chevaux Renault. 20 ans, et tout au bout, un titre de champion du monde avec 7 victoires dans la même année. Des triplés en Corse et à Monte-Carlo avec une voiture historique. Un jouet sympathique, unanimement applaudi, y compris aujourd'hui par une génération qui ne l'a jamais vu qu'en images. Mais la course se fait minotaure. Plus elle devient rapide, sérieuse, technique, plus elle consomme en quelques saisons ses reines de la route. La génération Alpine Renault à peine retraitée, voici que surgit une bombe secrète, la Renault 5 Turbo. Une silhouette affectionnée, celle de la Renault 5, mais avec un gros ventre boulimique et 265 chevaux bien en équilibre dans les 900 kg de cette nouvelle machine de guerre. Pour la faire courir, Renault a mis un lutin dans son siège baquet. Jean Ragnotti, l'acrobate poids-plume, va très rapidement venir brouiller les cartes du rallye dès son premier bout d'essai en Corse. La manche française du championnat du monde, dite aux 10 000 virages, est un somptueux baptême pour la nouvelle-née qui, plus tard ici même, jouera de son rapport poids-puissance sur ces petites routes étroites en surplomb ou qui zigzaguent dans des villages étonnés. Pour l'heure, la Renault 5 Turbo en est à son apprentissage, celui qui la mènera sur les podiums de victoire des années 80. Pour l'heure, son jeune âge est sans pitié. C'est celui inévitable des péchés de jeunesse. Le défi Renault repose sur la puissance et la vivacité. Le professionnalisme de l'équipe est à l'image de son pilote. Une certaine décontraction qui n'exclut ni le sérieux ni l'application. Le chemin prometteur qui la conduira à son premier succès mondial n'est plus très loin, même si les premières heures semblent les plus longues. Pour entrer dans le club fermé des grands du rallye, Renault s'est donc donné les moyens de ses ambitions. Dès les premiers tours de roue, le public a très vite compris que la petite et agile 5 Turbo bousculerait un jour la hiérarchie des Porsche, Lancia ou Audi. Ça c'est beau ça. Hein? Mais il faudra de la patience, surtout lorsque les débuts sont encourageants et qu'ils rendent une première déception un peu plus amère. Si tu mets la clé verticale et que tu tapes sur le grand bout de la clé avec le marteau, ça va donner des chocs, ça devrait se desserrer. Faut essayer de taper avec un truc qui est plus lourd que le marteau, parce que le marteau c'est un marteau. Jean-Marc, tu m'entends? Oui, 4 sur 5. Ça marche alors?
Bah bravo quand même. Bravo de l'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ouais, c'est Monte Carlo là. On aura Monte Carlo. Allez, je ferme, hein. Et en effet, Renault, chaussant ses bottes de 7 lieues, aligne la 5 Turbo au Monte Carlo de 1980. La neige est au rendez-vous, mais ce n'est pas ce que craint le plus Ragnotti. Ce qu'il craint, c'est plutôt l'aisance d'Hannu Mikkola sur son Audi Quattro. Cette grosse bête à l'allure de tank à 4 roues motrices va faire un malheur dès la première étape. Le verdict tombe, le Finlandais volant relègue à 6 minutes la petite Turbo 5 et la Porsche de Jean-Luc Terrier. Malgré ce handicap, Jean Ragnotti rassemble ses forces et part à la poursuite de l'Audi Quattro. 20 mètres gauche moyen, 30 mètres gauche dur, gauche moyen, 30 mètres gauche dur, 50 mètres gauche moyen ferme, 50 mètres gauche moyen ferme, et droite à fond plus, gauche à fond plus, 80 mètres, gauche moyen bon, 80 mètres, gauche moyen. La deuxième partie, la plus longue, commence dans l'appréhension pour Ragnotti et l'équipe Renault. Il y a en effet le mauvais souvenir d'un Tour de Corse à demi réussi ou à demi raté par une courroie d'alternateur et d'un Tour de France automobile à l'automne 80 qui s'est soldé lui aussi par un abandon. Aussi y a-t-il comme une certaine pression sur le turbo de la petite Renault. En outre, peu de gens savent que l'équilibriste Ragnotti doit se battre avec un moteur dont le temps de réponse est de 1 seconde et demie. Les choses vont se précipiter dans la deuxième étape lorsque Hannu Mikkola sort brutalement de la route. Une bagarre phénoménale éclate alors entre la Porsche de Terrier et la R5 Turbo. La voiture allemande a 3 minutes d'avance quand elle rentre à Monte Carlo avant le terrible parcours final. L'affrontement s'annonce prometteur. Hélas, il n'aura jamais lieu sur ce terrain presque sec qui devient idéal pour la Renault. Des spectateurs irresponsables provoquent la sortie de route de Terrier en le piégeant dans le Turini. La Renault 5 réussit à repousser les assauts répétés de la Talbot de Fréquelin et Todd et gagne à Monaco. Quel chemin parcouru depuis l'apparition du petit monstre. Quelle carrière aussi que celle qui couronnera cette voiture dès l'année suivante en Corse et sur ce même terrain 3 ans plus tard encore. La Renault 5 Turbo sera la voiture passion de bon nombre d'amateurs qui la bichonneront et se feront plaisir jusqu'à la dernière année de course de ce type de voiture en 1986. La R5 a donc gagné son pari à l'image de son succès corse de 1982. Faire sa grande place parmi les grands sur la plus haute marche entre la Ferrari d'Andruet et la Porsche de Béga. La Renault 5 Turbo appartient désormais à l'histoire du sport automobile. En quelques mois, elle est devenue le coup de cœur de tous ceux qui souhaitent courir en championnat de France ou d'Europe. Agile, maniable, efficace, elle devient aussi populaire que la célèbre berlinette.
En fait, Renault a réussi une opération séduction égale à celle de la R8 Gordini. En un temps record, la R5 Turbo est devenue populaire parce que sympathique, à l'image de la voiture de série dont elle s'inspire. Un jouet sérieux pour grands enfants appliqué à faire du sport de haut niveau. 100 mètres, droite à fond, 400 mètres. 400 mètres, gauche à fond. 100 mètres, bosse 110, saute, 300 mètres. 300 mètres, long gauche à fond, long gauche à fond. Le défi français continue. Quelques mois après le succès de la Renault 5 à Monte-Carlo, Peugeot annonce la couleur. Ce sera la petite Lionne 205 qui se fera très vite les griffes sur les routes du championnat du monde pour le gagner, puis qui transmettra le bâton du relais à sa grande sœur 405 pour aller remuer les sables du Paris-Dakar et aussi relever un autre défi, celui-ci américain, de la plus célèbre course de côte du monde, la Pikes Peak. Ici, on touche le ciel avec la tête. Le soleil, la terre, la poussière amènent le dieu pilote Vatanen à ne plus compter que sur lui-même à 3000 mètres d'altitude. Vertige effrayant de l'absolu de la course, devenu entre ciel et terre comme une troisième dimension. Berlinette, R5 Turbo, 405 Turbo 16, trois voitures de légende qui resteront à jamais gravées dans l'histoire des rallyes.